le journal. Nous revenons sur la TEDUC, mesdames et messieurs, bienvenue. Tout de suite le titre. Réunion d'évaluation de l'année scolaire 2023-2024 par le syndicat des enseignants des écoles privées agréées SINEPA. Au menu de ces assises, faire une évaluation de ces activités. Reportage à suivre dans ce journal. Le ministre délégué en charge de personnes handicapées a annoncé auprès de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, un événement parallèle à l'Assemblée générale des Nations Unies qui va parler de la guerre comme machine à fabrication des handicapés. Détails à suivre. Vous suivrez également dans ce journal Jonas Chombela, coordonnateur de la nouvelle société civile, qui propose d'ériger des monuments en mémoire des victimes de guerre en marge de la journée du 2 août, une date décrétée, chômée et payée marquant la commémoration du génocide congolais. Et puis, l'avenue Bokassa, derrière l'immeuble Beautour, se détériore dangereusement. Vous allez le voir, les eaux non évacuées y campent par manque de canalisation. Toutes les voies d'écoulement sont bouchées par la boue ainsi que les immondices. Bienvenue, si vous nous rejoignez, on commence par cette mise au point de l'inspection générale de l'éducation nationale, les nouvelles citoyennetés, évoquant, comme vous le savez, une prétendue disparition de mal d'items de quelques écoles de la circonscription de la Tchangou. L'inspection générale informe l'opinion que ces documents n'émanent pas de ce service et que par conséquent, il est à considérer comme étant un faux. À cet effet, elle se réserve le droit de traduire devant les cours et tribunaux les auteurs de cette comédie des mauvais goûts. Par ailleurs, elle assure les élèves finalistes, les parents et d'autres parties prenantes que les processus de correction se déroulent normalement et qu'elle veille au respect du chronogramme qui prévoit la publication de résultats à partir du 20 juillet pour se clôturer le 20 août 2024 prochain. Un nouveau diplôme de mérite pour couronner le travail abattu par la province éducationnelle de la Lukunga. Jean-Pierre Yoy, le prophète, a été honoré pour son leadership et sa bravoure dans son travail quotidien. Un énième diplôme de mérite a été décerné au prophète de la Lukunga. Cette fois, c'est l'Association des journalistes des devenirs d'Afrique qui a déniché cette perle rare pour sa détermination et son leadership dans son travail. Nous sommes très contents de ça, raison pour laquelle nous avons dédié ces diplômes aux vaillants collaborateurs qui nous entourent, qui sont toujours à l'écoute de notre leadership pour que notre système éducatif de la province éducationnelle de Kinshasa-Lukunga puisse aller de l'avant. Et nous avons compris quand même la vision du gouvernement de la République démocratique du Congo sur le développement de son système éducatif et une vision qui est la stratégie sectorielle d'éducation et de la formation qui vise la construction d'un système éducatif inclusif et de qualité. Jean-Pierre Yoy, le lauréat du jour, a exprimé sa gratitude non seulement à cette organisation qu'il a remarquée, mais aussi à son équipe qui l'accompagne dans la réalisation de ses tâches. Dans votre casquette de directeur provincial, vous êtes toujours apprécié et félicité par vos pairs directeurs provinciaux congolais, notamment ceux de la ville-province de Kinshasa. C'est grâce à vos capacités de transcender de très loin les différentes réflexions parce que vous savez bien anticiper tous les événements socio-administratifs puis scientifiques relatifs au bien-être de vos collaborateurs et de la population congolaise. Il a certes accompli des exploits dans sa province éducationnelle, mais le meilleur reste à venir. Je l'ai annoncé au sommaire de ce journal. Le syndicat des enseignants des écoles privées agréées SINEPA était en réunion d'évaluation de l'année scolaire 2023-2024. Il est question de faire une perspective sur les activités à venir.
Ils se sont réunis le week-end, les enseignants des écoles privées agréées de la RDC. L'objectif était d'évaluer l'année scolaire 2023-2024 et se préparer pour l'année prochaine. Le CINEPA a rendu hommage aux enseignants de l'Est du pays qui continuent à exercer malgré la guerre avec 1 minute de silence en mémoire de ceux qui ont perdu la vie durant l'année achevée. En croire Tito Kalonji Ngoy, vice-président national de cette organisation syndicale, le CINEPA a une longue histoire qui présage un avenir meilleur. Le 2 juillet 2017, c'est à Lubumbashi. Le 2 juillet 2017, il y a eu des tractations de cadres, comme on parle ici à Kinshasa, pour que le syndicat là n'existe pas dans ce secteur. Mais avec bravoure, nous saluons le courage de notre président. Il est président fondateur, à ne pas confondre avec notre président qui était fondateur du MPR, mais lui est le président fondateur du CINEPA. Et il a bravé la peur depuis 2017. L'un des moments forts de cette rencontre a été la remise des notifications au nouveau cadre urbain de la ville de Kinshasa afin d'implanter ces syndicats dans toutes les écoles privées de la capitale. La présidente urbaine de Funa, Mimi Mavakala, a partagé ses impressions sur la nouvelle nomination. Je suis très heureuse. Là, j'invite aussi tous mes camarades, surtout les femmes enseignantes, de venir s'adhérer dans notre syndicat pour défendre leurs droits. Le souhait de CINEPA est que tous les enseignants des écoles privées adhèrent massivement à cette organisation, comme l'a souligné le président provincial de Kinshasa, Papi Yongolo Late. Notre souhait est que nous puissions atteindre tous les enseignants du secteur privé de la ville-province de Kinshasa. Le CINEPA est venu pour que tous les enseignants du secteur privé puissent signer le contrat de travail. Parce que quelqu'un qui a le contrat de travail ne peut pas être chassé comme un chien. Retenons que le CINEPA a pour objectif de défendre les droits des enseignants du secteur privé, une première en RDC. En début de semaine, l'humanité a célébré la journée mondiale de compétences de jeunes. En RDC, le gouvernement, de par cette journée, entend replacer la compétence de jeunes comme un pilier déterminant du développement socio-économique du pays. Une approche qui permettra à coup sûr à la RDC de lutter contre le chômage des jeunes, mais aussi de disposer d'une pétrie de talents, des compétences dans divers secteurs de la vie économique. C'est ce qu'a déclaré dans un message vidéo à l'occasion de cette journée le ministre de la formation professionnelle, Marc Ekila. Le 15 juillet de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale des compétences des jeunes telle que voulue par l'UNESCO. Il nous a paru très opportun et important de nous adresser en notre qualité de ministre de formation professionnelle à toute la jeunesse du pays dans sa diversité en vue de marquer la volonté politique qui anime son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, et de son Excellence Judith Suminwa Tuluka, première ministre, chef du gouvernement, de replacer la compétence des jeunes comme un pilier déterminant du développement socio-économique de notre pays. Cette approche permettra à coup sûr à notre pays de lutter contre le chômage des jeunes, mais aussi de disposer d'une jeunesse pétrie de talents, de compétences dans divers secteurs de la vie économique. La détermination affichée par mon ministère dans ces registres sera aussi marquée par l'ouverture à des organisations sous-régionales, régionales et internationales en vue d'assurer la mobilité de la compétence qualifiée et de la mise en place ainsi que de la mise en œuvre d'un cadre de certification opérationnelle efficace. Ici, l'occasion pour moi de rappeler que mon ministère organise depuis 2021, et ce, grâce au leadership visionnaire du président de la République, les épreuves nationales certificatives de formation professionnelle NFEP de plus ou moins 8428 apprenants à son lancement,
La 4e édition qui vient de se dérouler du 1er au 4 juillet 2024 a connu la participation de 20 488 apprenants, ce qui démontre à suffisance l'appropriation d'acquérir la compétence par notre jeunesse. Dans un monde en plein développement du numérique, aux problèmes d'accessibilité à la formation professionnelle, il est nécessaire d'apporter aux jeunes des solutions innovantes en mettant en place des plateformes numériques qui vous permettront d'acquérir des compétences à distance pour surmonter des obstacles géographiques, temporels et économiques. Aussi, la mise en place des filières innovantes y affectées constitue une approche stratégique pour l'acquisition de cette compétence préalable à l'emploi. Dans l'actualité également, la RDC va organiser un événement parallèle à l'Assemblée générale des Nations Unies qui va parler de la guerre comme machine à fabrication des handicapés, a annoncé le ministre délégué chargé de personnes handicapées auprès de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Plus de détails dans ces reportages. Cette visite de la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irene Sambo-Diatta, avait pour objectif d'annoncer à sa collègue ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayouamba-Wanière, qui était accompagnée de sa vice-ministre, Grace Yamba, de l'organisation de la table ronde des partenaires et bailleurs de fonds dans l'inclusion sociale des personnes avec handicap. C'est pour soutenir les différentes mesures légales et réglementaires prises par le gouvernement congolais en rapport avec l'inclusion sociale. La ministre délégué a profité de cette opportunité pour porter également à la chef de la diplomatie congolaise de l'organisation au mois de septembre prochain à New York, parallèlement à l'Assemblée générale des Nations unies, d'un événement sponsorisé par la République démocratique du Congo, faisant suite aux travaux de Genève où elle a participé au lancement du rapport sur la réduction de moitié des violences mondiales à l'horizon 2030, organisé par le groupe de travail de haut niveau sur la réduction de moitié des violences mondiales en sa qualité de coprésidente. Les autorités ont aussi abordé les sujets liés aux différents textes réglementaires et légaux, ainsi que la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le rapport initial sur la situation réelle des personnes vivant avec handicap en RDC, qui a été déjà déposé aux Nations Unies à Genève, pour lesquels la RDC attend être convoquée pour le défendre. À son tour, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a déclaré que son appui et son accompagnement sont un acquis. Elle a promis de mettre à la disposition de ses experts en vue de préparer ces travaux, en associant bien sûr les experts de la coopération internationale. Le gouvernement congolais veut faire de la journée du 2 août une date marquant la commémoration du génocide congolais, une journée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Cette nouvelle est saluée par la nouvelle société civile qui propose d'ériger des monuments en mémoire de victimes de la guerre. Explication de son coordonnateur Jonas Tchombela qui répondait au micro de Muriel Monsa. C'est une journée de triste mémoire où notre pays a été occupé, attaqué, agressé avec des milliers de morts. Je crois que ce serait une bonne journée pour commémorer plus de 12 millions de Congolais qui ont perdu leurs âmes à cause de la guerre qui nous a été imposée par le Rwanda, à cause de notre hospitalité. Donc nous estimons qu'il faut se souvenir de ce génocide congolais oublié chaque fois. Peut-être que l'histoire de la justice un jour se souviendra et que justice sera faite au peuple congolais. C'est de cette manière que cette journée doit être commémorée avec faste, même des monuments érigés à travers le pays pour quand même se souvenir de ces compatriotes qui sont partis malgré eux, mais finalement ils se retrouvent au-delà. Donc il faut recadrer l'histoire du pays pour la mettre dans le contexte de la manière à ce que le peuple qui viendra après se souvienne de ce que nous avons pu faire pour notre pays. On n'institue pas cette date pour créer la paix, mais c'est pour se souvenir quand même de nos compatriotes qui ont été tués, fauchés, 12 millions de morts. Tant la justice nationale ou internationale, personne ne s'est jamais intéressé. Le rapport mapping est très clair là-dessus. Beaucoup de rapports sont faits. Nous ne pensons pas qu'en nous souvenant de nos compatriotes que nous faisons l'illusion que la paix va revenir à l'Est. C'est faux.
la paix va revenir à l'Est par la guerre, par la protection de notre frontière, par la protection des personnes et de biens, par nos forces armées, par le soutien que le peuple congolais apportera à son armée, par le soutien que le gouvernement congolais apportera à son armée. Donc nous ne pensons pas par cette date, mais c'est de l'histoire du pays. On ne peut pas quand même esquiver l'histoire du pays. Autre chose à présent, dans une journée chargée pour la ministre du Genre, Famille et Enfants, le 15 juillet dernier, où la ministre a reçu en audience dans son cabinet de travail plusieurs délégations. Rosile Martin nous en dit plus. Série d'audiences au cabinet du ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant. Tout d'abord, la directrice exécutive de Salama Women Institute a partagé son projet d'un film sur la parité et l'apport de la femme congolaise dans le processus de paix en Sun City. Au sorti de ces entretiens, Marie-Rose Chité s'est réjouie des orientations reçues par la ministre Léonie Kandolo. C'est toute une histoire qui a commencé dès le processus de paix de Sun City, où les femmes y sont allées pour s'assurer que les signataires, que les différents protagonistes signaient le processus de paix, mais aussi incluaient dans l'accord global quelques droits des femmes, dont notamment enlever l'âge marital de la femme à 14 ans, enlever certaines dispositions qui se trouvaient dans le code de la famille qui étaient désavantageux par rapport à la femme. Et ces articles-là ont permis aux femmes de rester motivées quand elles sont arrivées à Kinshasa après l'accord global et inclusif. Elles sont devenues pour la plupart parlementaires et d'autres sont entrées dans les institutions d'appui à la démocratie. Et c'est ensemble, tant celles qui étaient parlementaires et d'autres dans la société civile, qui se sont mis ensemble pour s'assurer que la constitution qui allait être adoptée inclut une représentation des femmes à 50%. Ensuite, la synergie Tous pour les enfants de la RDC a informé la ministre de la tenue de la 2e édition de la journée de prière et partage qu'elle organise avec 1000 enfants orphelins pour la paix et le développement le 31 août au Palais du Peuple. Aujourd'hui, et c'est étant donné que nous avons organisé la journée de l'enfant africain le 18 juin, et c'était aussi pour présenter à son Excellence, Madame Léonie Kandolo, la 2e édition de la journée de prière et de partage avec 1000 enfants orphelins pour la paix et le développement de la République démocratique du Congo, qui aura lieu le samedi 31 août 2024 de 9h à 11h, à 12h, au Palais du Peuple de la République démocratique du Congo. Pour sa part, l'ONG Charité, conduite par M. Anna Kembo, a présenté ses civilités au ministre avant de dresser un bilan de sa structure et ses réalisations. Enfin, la ministre Léonie Kandolo a clôturé sa série d'audiences avec le général manager de JK Coopération. Gisèle Kal a sollicité les soutiens de la patronne du genre, de la famille et enfants, afin d'étendre ses formations en leadership et entrepreneuriat de femmes sur l'ensemble du territoire national. On change de chapitre. Un conflit foncier oppose des acquéreurs des terrains sur les sites Ngombi, logeant les fleuves Congo dans la municipalité de Mongafula à Kinshasa et le prêtre de la congrégation de Capucins. Selon la première partie, en conflit, ils ont acquis ces terres conformément aux lois du pays et s'estiment avoir droit à ces lotissements pendant que les religieux disent être victimes d'une expropriation. Chanchan Moutoupa nous en donne des détails. Venus pour constater l'évolution sur les travaux de construction dans leur terrain, ces acquéreurs se sont vus interdits l'accès à ces sites par un élément de la police nationale congolaise. Surpris, ils ont cherché à en savoir plus, d'où l'intervention de ces religieux, responsables du site qui, selon lui, le terrain de plus de 25 hectares était la propriétaire des Capucins, ce qui a causé l'étonnement de ses interlocuteurs. Pour ces propriétaires, il est inadmissible qu'ils soient privés de leur terrain, d'où ils demandent par la voix de leur porte-parole que justice soit faite. Je suis l'un des occupants de ces terrains ici. J'avais acheté à monsieur, le chef coutumier Philémon Malonga. Il m'a remis acte de cession. Avant de solder, je leur avais dit de me donner les rapports fonciers avant de verser la totalité de mon argent. Alors ils m'ont amené ces rapports ici.
c'est signé par les chefs des divisions urbaines. À notre on a commencé à construire. À notre grande surprise, il y a eu de pères capucins qui ont venu nous interrompre, disant que c'est leur terrain. Alors que dans le rapport, il y a que les pères capucins ont 20 hectares. Il est à noter que ces propriétaires, dont certains ont acquis leur terrain voilà plus de 5 ans, sont surpris de voir les capucins s'élever seulement en ces moments pour réclamer ce qu'ils présentent comme étant leur propriété. Aux autorités de trouver la solution à ce problème après la suspension de l'ancienne chef de division provinciale des infrastructures et travaux publics de l'Ituri pour non-respect de l'éthique et compétences professionnelles. Le gouverneur militaire de l'Ituri, AI, vient de désigner un nouveau chef de division. AI, l'ingénieur Kisembo Biakisaka Elias, dont la remise et reprise a eu lieu jeudi dernier à Bunia. Joseph Kandolo, correspondant de la RT Duc en Ituri pour les détails. La division provinciale des infrastructures et travaux publics de l'Ituri doit désormais prendre une progression, ses souffles de vie, manifestés par le gouverneur de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Kanchamalou Boya, pour une désignation à titre intérimaire des nouveaux chefs de division. Tout ceci intervient après une suspension de l'ancienne chef des ITP accusée de plusieurs griefs, dont faute d'éthique professionnelle et faute de compétences professionnelles. Dans une cérémonie de remise et reprise, à présence des représentants du gouverneur de la province de l'Ituri en charge des infrastructures, ça cache la réalité, le chef de division provinciale de la fonction publique de l'Ituri, pendant l'installation de ces nouveaux chefs intérimaires des ITP, a recommandé à ces derniers de mettre fin aux fléaux qui ont duré longtemps et qui ont entraîné l'évolution de cette division. Vous devez intervenir pour mettre fin à ces fléaux-là qui ont de ces services. Alors, vous allez passer, vous mettre ici de votre chaise, des responsabilités. Vous êtes installé, distinguez-vous dans le travail et considérez tout le monde comme vous considérez vous-même. Pour les nouveaux chefs de division provincial intérimaire des ITP, l'ingénieur Kisembo Biakisaka Elias a disposé de sa façon de faire dans un objectif de remettre cette division au premier rang, car celle-ci vient de connaître une régression suite au détournement. Notre priorité des priorités dans cette division sera d'abord de redorer une nouvelle image des ITP Ituri ensemble avec les agents et ensuite matérialiser la vision du chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons mettre les points sur les changements afin de redorer une nouvelle image de la dite division en luttant contre la discrimination, le tribalisme et stimuler l'esprit d'amour, de l'unité, de travail ensemble, étant donné que nous avons besoin de leurs efforts, car dit-on, un seul doigt ne peut pas tuer le tout. Il est à signaler que les nouveaux chefs de division provinciale intérimaires des ITP en Ituri, l'ingénieur Biakisaka Kisembo Elias, garde à lui une compétence comportementale nécessaire pour une collaboration de son personnel. D'une province à une autre, parlons maintenant de paiement de services environnementaux est une réalité démontrée par ERA Congo avec 3000 hectares de forêt qu'il gère dans le Maïndombe. Par la même occasion, il y a eu inauguration de quelques infrastructures par Eve Bazaïba. S'enquérir des réalités du terrain sur le paiement des services environnementaux. Piloté par la société ERA Congo, filière de World Lake Force Carbon, et le mobile de la mission des services effectuée par la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eva Bazaïba Massoudi, dans la province forestière de la RDC Maïndombe, accompagnée de l'administrateur gérant de la société ERA Congo, où elle a procédé à la remise officielle des bâtiments et l'inspection des différentes infrastructures tirées de la vente du crédit carbone. Banzete nyonso ozomona tozopema pema malamu po yango ezopesa biso oxygène ya kopema malamu pe ezomela bamipepe o bamilinga ya mabe o ezobebisa ezopesa molunge na mokili yango na bayebisi biso tobatela lokola biso tokobatela yango tosengi pe sacrifice wana tokosala bapesa biso en échange développement ya mboka soki bolobi nakata misisa ya nzete te nazwa poso nango te tokasa nasalela bopesa nga hôpital.
bolobaki ndenge wana te yango wana pe bapesi biso hôpital. Sur place, la ministre d'État et de Développement durable a inauguré un centre de santé, inspecté les différents locaux qui les composent, tout en suivant religieusement les explications du professeur Jean Uberangor, qui a mis un accent particulier sur l'importance de ces centres de santé, la détection précoce des maladies, l'administration des soins qui évitent la contagion aux populations locales, tout ça à moindre coût. Lorsque chaque fois il y a des épidémies, vous savez que des fois on achète des médicaments pour jusqu'à 100 000 $. Alors que si nous avons des centres de santé qui sont dissimulés, on peut détecter les cas de maladie très tôt et soigner les gens, éviter la contagion et ça va coûter moins cher. Donc, en quelque sorte, on se rend service à nous-mêmes pour que les coûts soient beaucoup plus faibles. Il sied de noter que la prise de conscience collective de la population congolaise à travers la conservation des atouts climatiques que le pays regorge peut générer les bénéfices importants pour celui-ci. De retour à Kinshasa, avenue Bokassa, derrière l'immeuble Beautour, connaît une situation désagréable. Vous n'allez pas y croire, les eaux non évacuées stagnent par manque de canalisation. Toutes les voies d'écoulement sont bouchées par la boue ainsi que les immondices. Tenez, cette situation ne date pas d'hier. Toussaint Mbonda nous en présente le fait. L'avenue Bokassa, derrière l'immeuble Beautour dans la commune de la Gombe, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Les eaux usées en provenance des immeubles aux alentours ne trouvent pas de canalisation pour leur évacuation rapide. C'est le constat établi en ces lieux. Cette situation provoque un désagrément pour les usagers de cette avenue en grande influence. Les véhicules, motos, piétons connaissent des difficultés pour se frayer un passage. La saison sèche qui bat son plein est impuissante face à cette situation. Située en plein cœur du centre des affaires de Kinshasa, l'avenue ex-Bokassa, aujourd'hui Luambo Makiadi Franco, par son attraction, est appelée à être conquête. Il en vaut de l'image du pays. Les nouvelles autorités de la ville de Kinshasa, avec leur tête, le gouverneur Daniel Bumba, qui inscrivent leur mandat dans la lutte contre l'insalubrité, sont donc appelés à s'occuper de la réhabilitation et modernisation des principales artères de la ville qui doit refléter ces grands pays au cœur de l'Afrique qui est la RDC. La revue de presse, tout de suite. Restez avec nous. Elle est ici avec nous, Christine Chibuka, pour le compte de la revue de presse à qui je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci, Gérès. En forme? Très en forme. On commence la revue de presse avec vous. Kinshasa, Inspection générale de l'éducation nationale, dément les rumeurs sur la prétendue disparition de mâles d'items des écoles de la Tchangou. Christine Chibuka, on vous écoute. Exactement, Gérès, c'est un faux bruit, il faut le préciser. L'inspection générale, service rattaché au ministère de l'Éducation nationale et de Nouvelle Citoyenneté, dément la rumeur selon laquelle des mâles contenant des cahiers d'items d'examen d'État, des finalistes du secondaire auraient disparu. Dans un communiqué rendu public à ce sujet, le potentiel.cd renseigne que l'inspecteur général rassure les finalistes, parents d'élèves et autres parties prenantes qu'aucune malle contenant des cahiers d'items d'examen d'État des finalistes du secondaire n'a disparu. Par la même occasion, le secrétaire général Jacques Odiamosungai informe l'opinion du bon déroulement du processus de correction des preuves d'examen d'État. Il rassure également en ce qui concerne le respect du timing requis pour la correction des preuves et la publication de résultats. De son côté,
C'est sur cette pensée des renchéries que l'inspection générale fait savoir que les dits documents n'émanent pas de ces services et dit se réserver le droit de traduire les auteurs devant les instances judiciaires. Christine Chibuka, alors que Koffi Olomide séjourne en Afrique du Sud pour participer au concert de Yvonne Chaka Chaka, le ministère de la Justice a fait cette communication. Koffi Olomide, libre de ses mouvements, aucune enquête pénale ouverte, confirme le ministre de la Justice et garde Sceaux. Tout à fait, Paul Giresse, l'agence congolaise de presse rapporte que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a tenu à fixer l'opinion publique. Il n'existe à ce jour aucun dossier pénal ouvert à charge de l'artiste musicien Koffi Olomide en rapport avec sa récente intervention lors d'une émission sur la chaîne nationale, a précisé le communiqué. Actualité.cd renseigne qu'en l'absence de Koffi Olomide, le collectif de ses avocats a répondu ce même lundi à l'invitation des inspecteurs du parquet près la Cour de cassation. Un des avocats de cette icône de la musique congolaise, Maître Titi Maweta, a affirmé avoir remis aux autorités judiciaires tous les documents justifiant l'absence de son client du pays. Il a également assuré que Koffi Olomide se présentera personnellement à l'invitation du parquet dès son retour en RDC. Et d'ajouter, le CESAC a rappelé à Koffi Olomide, ambassadeur de la culture congolaise, ses responsabilités et l'importance de mesurer ses paroles. Pour le contexte, sa nomination en tant qu'ambassadeur, tout comme celle de Maître Gims et Dachou, visait à promouvoir la rumba congolaise inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO en décembre 2021. Christine Chibuka, on comprend que vous n'êtes pas fan de la rumba, vous avez du mal à citer le nom de Koffi Olomide. Merci pour cette belle revue de presse. Au prix, je reste. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent mois de juillet à vous et que Dieu bénisse nos efforts. Restez branchés à la RT Éduc. Au revoir.